J'étais prête à mourir pour lui carrément. Il n'y avait que lui dans ma tête. Par amour, ils ont pris tous les risques. Avec mon petit ami, on faisait des cambriolages. J'ai volé au sein de ma famille, carte bleue, chèque. J'aurais pu me faire arrêter. Donc risquer la prison. Oui, et moi je voulais pas ça pour mes enfants. Certaines sont parties en cavale. J'ai pris la décision de prendre mes affaires et de partir. La police a fini par nous retrouver forcément. Puis là, garde à vue, jugement, tout ça. D'autres sont allés jusqu'à risquer leur vie. J'ai pris sa défense auprès de toute la voyoucratie de Toulouse, où là on risque notre vie tous les jours. Ouais. Mais à quel prix? J'ai fait du mal à énormément de personnes. Et vous le regrettez? Beaucoup. Ça fait très mal au cœur de voir sa mère pleurer. Surtout quand c'est à cause de vous. Papa, maman, je m'excuse pour tout ce que je vous ai fait subir. Je vous aime. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Par amour, nous pensons tous et toutes être capables de beaucoup, mais jusqu'où pourrions-nous aller? Les femmes et les hommes que je reçois aujourd'hui ont dépassé toutes les limites de la raison. Ils ont pris des risques parfois inconsidérés. Pour l'aimer, j'ai dû prendre tous les risques. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui, une émission qui sera suivie de l'histoire continue. Aujourd'hui, nous reprendrons des nouvelles de Françoise et de Camille. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, quand aimer rime avec illégalité. Et nous allons tout de suite commencer avec vous, Virginie. Bonjour. Vous témoignez anonymement, pour quelle raison ? Je témoigne pour dire que j'ai fait beaucoup de choses par amour. J'ai pris énormément de risques pour moi, pour ma famille. Et que ce sera à refaire, je ne referai certainement pas. Énormément de risques jusqu'à vous mettre hors la loi. Oui. Ce sera à refaire, vous ne le referiez pas? Non. Pour quelle raison? Parce que par amour, j'ai fait beaucoup, mais j'ai entraîné pas mal de monde dans ma chute, y compris mes enfants. Et voilà. Et aujourd'hui, vous y réfléchiriez à 2 fois? Oui. Alors, le tout début de votre histoire remonte à il y a un peu plus de 15 ans. Vous avez rencontré un jeune homme, alors que vous aviez à peine 14 ans. Il avait quel âge, lui? Il avait 1 an de plus que moi. Quel souvenir avez-vous gardé de vos premiers échanges? C'était quelqu'un que je n'aimais pas du tout. Quelqu'un qui était l'opposé complet de moi. C'était quelqu'un de pas du tout fréquentable. Alors qui touchait déjà à la drogue, Vous saviez? Je le savais, oui. Moi, j'étais quelqu'un de très droite, je faisais mes études, je ne touchais pas à la drogue du tout. Bon. Et bien qu'il vous déplaise, vous l'avez fréquenté, vous Oui. avez appris à le connaître et ce jeune homme a pris de plus en plus de place dans votre vie. Il représentait quoi pour vous exactement? C'était un pilier, quelqu'un de protecteur pour moi. Protecteur alors qu'il n'avait rien de très rassurant quand même. Oui, mais c'est peut-être ce côté bad boy qui faisait que ça me rassurait. Ah bon? Oui. Pour quelle raison? Le fait que ça vous séduise, je peux comprendre, mais que ça vous rassure, c'est plus ça me étonnant. rassure dans le sens où je sais qu'il aurait été là pour me protéger s'il arrivait quelque chose. Donc, vous êtes tombée enceinte de cet homme-là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon bébé à un stade très avancé de la grossesse. Et quelque temps après, il a été incarcéré pour une première fois pour un vol de moto. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puisqu'à l'époque, j'étais très très jeune. Et je me suis encore plus accrochée à lui. Ça nous a rapprochés énormément, le fait que justement j'ai perdu ce bébé.
Et j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé une partie de moi quand il a été arrêté. Et alors, quand il est ressorti? Quand il était ressorti, j'étais aux anges, je revivais la flamme de mon cœur, elle s'était rallumée. Donc à ce moment-là, vous avez repris un appartement. Est-ce que vous l'avez convaincu de mener une vie plus calme? J'ai déjà essayé plusieurs fois. Donc ça allait un mois, il cherchait du travail. Et puis après, finalement, comme il n'y avait pas de travail, eh bien, il préférait faire de l'argent facile plutôt qu'aller travailler, ne serait-ce qu'à l'usine. Alors vous avez quand même réussi à vivre quelques années d'un bonheur tranquille auprès de vos enfants, votre compagnon. Et puis il a été de nouveau arrêté, mais cette fois-ci pour des faits plus graves. Ouais. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors il a été arrêté pour des vols de moto, encore, pour conduite sans permis, pour agression, pour stup, pour escroquerie. Et là, c'était vraiment quelque chose, là c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. Vous n'aviez aucune conscience qu'il faisait tout ça? En fait, il y a un fait, il a commis un fait qui a fait ressortir tout son passé, quoi. Alors, son arrestation a quand même été un gros choc pour vous, j'imagine. Oui. Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants? Comment vous avez géré l'affaire? J'en ai parlé à mes enfants parce que je ne voulais pas que mes enfants ils vivent dans le mensonge. Donc, je leur ai expliqué que leur papa, il avait fait une bêtise et que la juge, elle avait décidé de le punir comme quand elles sont... quand elles font des bêtises et qu'elles sont punies, sauf que la juge, elle a dit à leur papa de réfléchir en prison un peu. Voilà. Comment tu réagis? Elles n'ont pas très bien compris sur le coup, mais en répétant, en les confortant dans l'idée que ça ne changerait rien, que leur papa, ça resterait quand même leur papa, qu'elles pourront aller le voir, ça a été plus gérable. Et vous, comment vous avez géré les jours qui ont suivi son arrestation? Moi, je n'allais pas bien du tout. J'ai ma famille qui a été beaucoup présente pour moi. J'ai ma mère, notamment, qui est venue pendant quelques semaines à la maison. Quand ce n'était pas ma mère, c'était ma sœur, ainsi de suite. Je ne restais jamais toute seule à la maison parce que je commençais à tomber au plus profond du trou. Est-ce que vous avez envisagé de le quitter? À cette période-là, non. À cette période-là, j'étais à 100% avec lui. Je l'aurais laissé pour rien au monde. Pour rien au monde, je l'aurais laissé. Vous lui rendiez visite? Au bout d'1 mois, j'ai obtenu un permis de visite pour aller le voir au parloir. Et j'y allais toutes les semaines, oui. Alors qu'il était emprisonné depuis quelques semaines, il vous a fait une demande particulière. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Alors, il m'a demandé de lui faire passer de la drogue, de la résine de cannabis, avec des cartes SIM et des puces de téléphone. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait. Alors, expliquez-nous, parce que nous, on n'est pas forcément au courant de ces méthodes. Donc, en fait, les puces téléphoniques, il y a tout un réseau qui circule dans le milieu carcéral et puis ça permet d'appeler la famille. Enfin, ça permet de rester en contact avec le milieu donc, il vous lui demandait de lui fournir du cannabis et des puces. Voilà, des puces téléphoniques. Comment vous avez réagi à cette demande? Donc, sur le coup, j'ai eu très, très peur. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je l'aimais. Et à chaque fois que je l'ai fait passer plusieurs fois, j'ai fait passer plusieurs fois de la drogue. En quelle quantité à chaque fois? En fait, ça a commencé, c'était très léger. Et puis plus ça allait et plus les quantités elles devenaient... il me demandait de plus en plus gros, en fait. Alors, comment vous faisiez? Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois où vous êtes présentée au parloir? La première fois que je lui ai fait passer, je l'ai fait passer dans les parties vaginales tellement que j'avais peur. Tellement j'avais peur qu'on m'arrête, que je me fasse attraper. Et j'étais blanche, j'étais vraiment pas bien. J'avais des bouffées de chaleur, j'étais au bord de l'évanouissement. Et c'est vrai que toute la durée du parloir, elle a été horrible pour moi puisque je ne savais pas si après, lui, à la fouille, il allait se faire attraper ou pas. Et s'il se faisait attraper, forcément, moi, j'aurais pris des sanctions très
très dur. Donc, est-ce que vous avez quand même hésité la fois suivante à lui en amener ou pas? La fois suivante, j'ai hésité à lui emmener parce que je lui ai dit que ça allait être de plus en plus, ça allait être toutes les semaines et que je ne voulais pas que mes parloirs ils soient sujets à la drogue. Je voulais passer un parloir tranquillement avec mon mari et avec mes enfants sans avoir cette crainte-là. Et qu'est-ce qui se serait passé si vous n'aviez pas amené la drogue? Il se serait énervé. Et alors? Il se serait énervé, il n'aurait pas voulu voir ses enfants, il m'aurait insulté. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'égoïste. Vous disiez pas ça, vous pensiez pas ça à l'époque? À l'époque, je le voyais pas. L'amour masquait tout ça. Voilà, à l'époque, je voyais pas tout ça. C'était malgré tous les défauts qu'il avait, ça restait quand même l'homme que j'aimais. Aujourd'hui, vous êtes plus lucide? Aujourd'hui, je suis très très lucide, oui. Donc l'amour rend bien aveugle. Voilà. C'est une confirmation. Malgré la peur toujours présente, vous avez continué à lui faire passer des commandes qui devenaient de plus en plus conséquentes. Jusqu'où êtes-vous allé par amour pour lui? Je lui ai fait passer une assez grosse quantité de drogue. Qui n'était plus du cannabis? Si, ça reste toujours de la cannabis parce que j'ai jamais voulu lui faire passer autre chose. Vous auriez risqué quoi, vous? Alors, je risquais que mes suspensions de parloir. J'aurais pu avoir la police qui vienne me chercher à la maison d'arrêt. Est-ce que vous auriez pu vous faire arrêter vous-même? J'aurais pu me faire arrêter. Et donc risquer la prison? Oui, et moi, je ne voulais pas ça pour mes enfants. Parce qu'un parent, c'est dur, alors deux parents, c'est pas possible. Et pourtant, vous avez pris de gros risques. Et pourtant, je l'ai fait. Alors, je me tourne vers Frédéric Farigou, Bonjour, à présent, Sophie. notre experte du couple et de l'amour, qui va bien sûr nous donner son point de vue tout au long de notre émission. Une première réaction déjà à l'histoire de Virginie? En fait, l'histoire de Virginie, c'est l'histoire d'une emprise affective. Qui effectivement, par amour, on peut se retrouver prise au piège dans un espèce d'engrenage qui est destructeur dans le sens où ça l'a poussé à dépasser ses limites, à s'oublier. Et c'est vrai que ce type de démarche par amour nous mène à des choses qui peuvent nous détruire dans le sens où la personne ne se respecte plus. Ça peut arriver à tout le monde, ça? Non, je ne pense pas. À n'importe quelle femme? Non, pas à n'importe quelle femme, même si les femmes sont plus sujettes à la dépendance affective. Mais il y a un profil particulier dans le sens où, quand on est en carence d'amour, quand on a subi un syndrome d'abandon, quand on est dans une mauvaise image de soi, une mauvaise estime de soi, on est plus sujette à ce type de relation parce que l'autre va combler un vide identitaire, un vide existentiel qui va faire que du coup je me retrouve dans une relation de dépendance parce que l'autre, dans un premier temps, vient combler des manques affectifs, même si avec le temps, ce manque devient destructeur. On va à présent saluer la présence de l'homme du plateau, car apparemment ça peut arriver à des hommes aussi. Vous aussi, Claude, vous avez pris d'immenses risques par amour pour une femme. Pour elle, vous, le bad boy, avez décidé de vous ranger et de donner à votre vie une direction diamétralement opposée. À quelle occasion avez-vous rencontré cette femme qui allait bouleverser votre vie? Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une antichambre de l'enfer, à savoir dans un squat de drogués à l'héroïne, un vieil immeuble désaffecté avec des consommateurs d'héroïne dans tous les coins écroulés, sachant que ni elle ni moi n'étions consommateurs d'héroïne. D'accord. Moi, j'accompagnais un ami qui venait chercher lui sa dose, et elle venait, je ne sais pas trop, à ce moment-là. Voilà, les circonstances de la première rencontre. Donc cette rencontre ne devait rien au hasard, puisque vous l'aviez provoquée, en fait. Pourquoi vous souhaitiez absolument faire sa connaissance? Oui, alors en fait, moi j'étais dans ce squat parce qu'en réalité, je l'attendais, sans qu'elle le sache. L'amie qui m'accompagnait m'avait prévenu qu'elle serait à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais vous la connaissiez? Je la connaissais que de réputation, en réalité. Et ce qui s'était passé, c'est que je rentrais d'un long voyage et qu'à mon retour, j'étais donc, je faisais partie, je naviguais chez les chenapans, les petits voyous sans méchanceté, je dirais.
Et j'avais appris que cette femme, enfin, cette jeune dame, avait balancé la quasi-totalité des gens que je connaissais. Donc, à mon retour de ce long voyage ailleurs, j'ai eu envie de la retrouver pour lui demander des explications sérieuses sur ce qui s'était vraiment passé. Agité un peu par cette fibre anti-police, cette fibre un peu de voyou. Vous vouliez venger vos copains? Venger non, parce que je n'étais pas suffisamment bad boy pour pouvoir frapper une femme, par exemple. Mais j'avais l'intention de lui manifester ma colère. Oh, oui, enfin, sans la frapper, on peut quand même... Oui, qui parle de vengeance, bon... Je voulais des explications sérieuses. Voilà, je voulais comprendre ce qui s'était passé et je voulais savoir déjà si c'était vrai. Alors, de quel séjour à l'étranger nous parlez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez à l'étranger? Ben, en réalité, le moment où je la rencontre, j'ai un peu plus de 18 ans et je rentre de 2 ans de séjour aux Antilles où je fais le trafic de marijuana entre les îles. Je fais le boucanier, en quelque sorte. À bord d'un bateau? Voilà. J'imagine que ce n'était pas la nage. Oui, voilà, bien pensé, une bonne synthèse. Non, j'étais parti très jeune là-bas pour, je croyais à l'époque, me construire. Donc, vous rentrez de voyage, vous apprenez qu'elle a balancé vos copains, vous avez envie d'en découdre un peu avec elle et vous avez l'intention d'obtenir de cette femme des informations quant aux raisons pour lesquelles elle avait dénoncé vos copains. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous la voyez, vous avez une explication et de quelle façon ça se déroule? Alors d'abord, au contact, j'arrive à s'y remonter et quand elle rentre dans la pièce où je l'attends, je suis un peu stupéfait par son assurance. Parce qu'en réalité, elle me reconnaît, elle a entendu parler de moi, elle sait que quelqu'un la cherche à des fins pas agréables. Et en réalité, elle s'avance très volontairement vers moi, elle me dit « Je suppose que c'est toi, Claude, qui rentre des Antilles et que tu me cherches ». Et je dois avouer que la jeune dame me plaît en plus, elle a un impact sur moi, elle a une brillance, elle a une espèce de dégagement assez intense, un regard qui semble bien voir. Donc je suis un peu sur le coup sans moyens, ouais, je me retrouve un peu sans moyens. J'arrive à surmonter ça et à jouer un peu le... C'est un peu ridicule, quoi. J'essaie de le cacher. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivé à ce moment-là. Toujours est-il qu'on s'est retrouvés dans sa voiture après que je lui dis « Viens, j'ai à te parler très sérieusement ». Et dans sa voiture, on a eu une conversation où finalement, elle a réussi à me faire douter sérieusement qu'en fait, c'était des ragots et que c'était pas vrai. Non, elle me donne une explication qui tient la route, en réalité, qui est très solide, plus l'attraction que j'éprouve déjà à ce moment-là pour elle. Elle était belle? À mes yeux, oui, elle était belle, oui. Et plus que belle, elle rayonnait, elle avait vraiment une intensité que je n'étais pas habitué à voir. Lumineuse? Oui, il y avait de ça. Quel genre? Une vivacité d'esprit, un regard brillant, qui semble bien sonder la personne qu'elle voit. Une personnalité remarquable dans la grisaille de ce qui m'entourait depuis un moment. Joli. Donc vous êtes tombé amoureux, quoi. Je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à mettre un pied dedans. Ouais. Ouais. Et puis, comment votre relation a évolué? Alors, il y a eu un petit rapprochement. Je savais que c'était quelqu'un d'isolé qui avait que des relations théâtrales avec les autres, en quelque sorte, et qui s'éclatait dans son coin sans que je comprenne vraiment comment. Mais petit à petit, il y a eu un rapprochement, des petits coups de téléphone. Qu'est-ce qu'elle faisait là, alors, si elle n'était pas consommatrice? Elle vendait des barrettes de shit. Ah, quand même? Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Alors moi, je rentre des Antilles où je viens de faire le contrebandier. Finalement, vous aviez la même activité. Voilà, il y avait une espèce de corporatisme en quelque sorte. C'est ça. Une collègue. Quasiment. Bien que moi, à ce moment-là, j'ai arrêté toute activité. Je rentre en France de mon retour des Antilles et je suis vraiment... je travaille même dans la presse, dans le journal local, aux rotatives. Je décide d'essayer de m'intégrer un peu, de voir ce qu'est la vie normale, en quelque sorte. La Dépêche du Midi. D'accord. D'abord aux rotatives et après bouliste à la rédaction. Bouddhiste? Bouliste. Ah, bouliste. Ça n'existe plus. On recevait les Télex, et Télex tiercé au service course, Télex économique au service économique. Ah oui, oui, je ne sais plus comment on appelait ça ici. Bouliste. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a annoncé le soir de vos 19 ans? Alors, donc, quelques mois après cette rencontre, avec un rapprochement qui s'est effectué assez graduellement, c'était assez joli, je dirais, parce qu'il y avait une retenue de part et d'autre, mais en même temps, on sentait bien que les deux avaient envie d'avancer l'un vers l'autre. Elle aussi? Oui, de toute évidence. Mais pas de flirt, beaucoup de conversations, des soirées à discuter, vraiment, ça restait très amical,
Et puis le soir de mes 19 ans, donc on est bien quelques mois après, elle me dit, tu n'as rien à faire? Je dis non, mais je t'invite au restaurant. Elle m'invite au restaurant, et puis là, elle me dit, j'ai un aveu à te faire. Et là, elle m'annonce qu'en réalité, tout ce qui se dit sur elle, c'est vrai, et plus encore. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment balancé vos copains? Elle balançait tous les trafiquants de Toulouse, les casseurs de pharmacie. Et pour quelle raison? Elle était rentrée en sympathie avec un flic lors d'une arrestation. Ce flic l'avait obligée à balancer. Elle avait refusé. Au bout de 3 semaines, il lui avait dit « Bon, j'ai compris, tu ne balanceras pas pour moi, mais je ne veux plus te voir là-dedans. » Et là, elle était revenue le voir une semaine après en lui disant « Puisque je ne suis pas obligée, je vais travailler avec toi contre la drogue dans la ville. » Tout en continuant à en vendre? C'est une condition pour paraître trafiquant. Je dirais que c'est un des outils Et en du échange travail. en échange de quoi, alors, elle balançait? De rien. Pour la bonne cause? Voilà. Parce que il semblait que cette théâtralité, il semblait qu'ennuyer les gens ennuyants, en quelque sorte, lui procurait un certain plaisir. Alors, comment vous avez réagi? Ça vous a plu? Moi, sur le coup, ça a été un peu comme dans les dessins animés, vous savez, quand le personnage se fendille d'abord et puis qu'il tombe en petit tas comme ça. Ça m'a d'abord fait ça parce que ça a heurté mes valeurs les plus profondes, enfin, ce que je croyais être les plus profondes à ce moment-là, puisque j'étais un marginal, enfin, j'avais choisi à un moment donné la marginalité, j'étais anti-pouvoir, anti-justice, etc. Donc quand elle m'annonce ça, je m'effondre un peu, mais en même temps, il y a une résonance en moi. Il y a la résonance je dirais du guerrier noble, c'est ça. Ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, mais depuis tout petit, j'avais une espèce d'agitation de sauveur. Une sorte de chevalier. Ouais, d'âme de chevalier. Voilà, j'avais cette dimension où même quand je faisais le chenapan, je m'arrangeais pour ne pas ennuyer la veuve et l'orphelin. Je m'arrangeais pour ennuyer l'autre chenapan. Une sorte de Robin des Bois. Je sentais un peu ça en moi. Il y avait des traces dans mon enfance, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, où on sent bien cet enfant qui a envie d'héroïsme, en quelque sorte, et de participation à préserver la communauté, en quelque sorte. Donc, à la fois, je me retrouve heurté dans ma conviction de ce passage de petit voyou, qui était finalement qu'un apprentissage, rien d'autre, de la vie, à ce passage qui était, tiens, si je me mettais au service, finalement... Parce qu'elle vous l'a proposé? Alors, elle ne me le propose pas de suite. Elle fait que me l'exposer d'abord. Elle attend, bien sûr, parce qu'elle ne savait pas du tout comment j'allais réagir. Donc, elle n'avait rien pensé à me proposer. Et c'est moi qui, peu de temps après qu'on se soit resserré encore plus, mais toujours sans relation amoureuse, mais cette émotion qui monte l'un dans l'autre, on sent bien qu'il y a une attraction de plus en plus forte. Et puis un jour, je vais acheter un peu à fumer chez un dealer. Et je me retrouve le dealer à me dire, regarde, j'ai toute cette herbe à vendre, je la vends et je vais acheter de l'héroïne à Paris pour vendre de l'héroïne à Toulouse. Qui? Vous? Le dealer que je vais voir, le vendeur d'herbe que je vais voir pour m'acheter un peu à fumer, oui. D'accord, me dit, je vais vendre toute l'herbe que j'ai, oui. Et je vais aller acheter de l'héroïne avec. Et là, moi, ça me heurte. Ça me heurte parce qu'à mon retour des Antilles, j'ai une partie de mes amis qui est en prison et l'autre partie qui est morte d'overdose, sachant qu'on s'était fait le serment de ne jamais toucher aux drogues dures. Donc, d'un coup, je vois ce mec, vendeur de drogue douce, se mettre à la drogue dure. D'un coup, j'ai plus de morale. Et donc, je vais voir Claude, je dis, écoute, non seulement j'accepte ce que tu es et ce que tu fais, mais en plus, je vais te donner un tuyau. C'est-à-dire, je vais lui donner un tuyau pour qu'elle empêche ce mec de businesser de l'héroïne et de noyer la ville. Donc, en gros, vous avez accepté la proposition qu'elle vous a faite. Voilà. En gros, je m'avance vers elle dans ce sens-là et je lui dis, je vais t'aider et voici la première affaire que je te donne. Mais vous faites ça dans le but de la séduire définitivement ou dans un but de conscience morale? Je crois qu'en premier, c'est l'attraction où je sens que je l'aime beaucoup et qu'il faut que je fasse une histoire avec elle. Et ça tombe bien parce que quelque part, il y a une résonance avec finalement une nouvelle moralité que je me découvre. Très bien. Qui se redécouvre. Frédéric. Déjà, je trouve qu'il parle très bien de son histoire. On a envie de vous écouter. Et aussi, il décrit bien ce que c'est un coup de foudre. C'est-à-dire que cette emprise immédiate qui aussi lui a révélé quelque chose de lui. On me dit à l'oreillette, elle y croit maintenant, c'est nouveau. Je trouve qu'il en a très bien parlé. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Mais je sais pas. Vous avez l'air toute troublée, non, mais je trouve qu'il a très bien parlé. Rougissante, mais qu'est-ce qui se passe?
Il a très bien parlé du coup de foudre et du fait que ce que je trouve intéressant, c'est que même si on a développé enfant des attachements insécures, qu'on a pu prendre des chemins de traverse, ben, une rencontre peut aussi nous révéler. C'est-à-dire que ça peut être la rédemption aussi par amour, ça peut être le chemin qui nous révèle à nous-mêmes, qui révèle les valeurs qu'on porte déjà, mais c'est une rencontre qui permet ça. Claude ? Entièrement d'accord. On peut dire que c'est un coup de foudre qui a effectivement fait germer en moi une nouvelle personnalité, oui. C'est beau. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime. On adore. On adore. Bonjour Charlotte. Bonsoir. En quoi êtes-vous concernée, Charlotte, par le thème de notre émission? Alors, à l'âge de 17 ans, j'ai fait la rencontre d'un garçon de qui je suis tombée folle amoureuse. Donc, je l'ai rencontré en soirée étudiante. En soirée? Ouais. C'était qui, ce garçon? Je ne le connaissais pas avant. Il avait quel âge? Il avait 17 ans, comme moi. Qu'est-ce qui vous a séduite chez lui? Son physique et sa manière d'être. C'est quoi sa manière d'être? C'était un peu, comment dire, il avait l'air fort, protecteur. Bad boy? Voilà, un petit peu. C'est marrant à quel point les bad boys ont l'air protecteurs. C'est assez contradictoire, mais bon. Donc il vous a plu. Voilà. Votre attirance pour ce jeune homme, en revanche, n'a pas vraiment plu à votre mère. Pas du tout. Elle vous a mise en garde. Elle m'a mis en garde plusieurs fois sur son comportement qu'elle n'appréciait pas vraiment, sa manière d'être. Elle ne le sentait pas. Pas du tout. Vous avez compris ses réticences? Non. Ah non. Au point de vous fâcher avec elle? Oui. Moi, fallait que ça aille dans son sens. Fallait qu'il soit accepté. J'étais amoureuse, donc pour moi, fallait que tout aille pour lui, quoi. Donc comment ça s'est traduit avec votre mère? Mal. C'est là qu'a débuté pas mal de problèmes avec elle. J'étais plus moi-même. J'en suis même venue à lui lever la main dessus. Elle a tapé? Non, à lever la main. Je n'en suis pas allée... C'est quoi lever la main? Elle a menacé? Voilà, juste lever la main. Et c'est des choses qu'on regrette beaucoup après. Que vous avez regretté après? Oui, énormément. Énormément. Alors, tiraillé entre vos parents, votre petite amie, vous avez pris une décision radicale. Ouais. Laquelle? J'ai pris la décision, au bout de plusieurs petites embrouilles avec ma maman, de prendre mes affaires et de partir. Donc j'ai fugué, sans lui dire où j'allais, sans lui dire que je partais. À votre mère. Voilà, j'ai pris mes affaires, je suis partie, j'ai appelé donc mon copain. J'étais très partie avec lui? Non, je l'ai appelé une fois que j'étais partie. Donc j'étais très acceptée dans sa famille, donc tout de suite on m'a proposé d'aller là-bas. J'y suis allée, j'y suis restée à peu près un mois et demi. Donc, vos parents devaient être inquiets, oui. Inquiets. Énormément. Énormément. Ils ont dû faire appel peut-être à la police pour savoir où vous étiez? Oui, au bout d'un mois et demi. Donc ils ont fait appel à la police qui s'est rendue sur place, qui est venue me chercher. Au début, j'ai refusé de sortir de l'appartement, puis à force, j'ai fini par y aller. Donc j'ai été au commissariat. On m'a laissé le choix, donc soit de rentrer chez mes parents, soit d'aller dans un foyer. Donc j'ai refusé d'aller chez mes parents, donc de là, ils ont pris la décision de m'envoyer dans un foyer. Donc j'y suis allée, par force, et j'y suis restée une nuit. Une nuit? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait au bout d'une nuit? Alors, je leur avais dit que je tenais énormément à mes études. Donc, je leur avais dit que le lendemain, je tenais à aller à l'école. Donc, je suis partie comme pour aller à l'école. Sauf que je ne suis pas allée à l'école et je ne suis pas revenue au foyer. Je suis repartie donc, chez mon copain. Est-ce que vous avez prévenu vos parents? Vous avez essayé de les joindre? Pas tout de suite. Au début, donc, on s'est caché chez des amis.
Donc on s'est cachés et au bout de un jour, 2 jours, j'ai appelé, non 2 jours, j'ai appelé ma maman parce que je me disais quand même qu'elle devait énormément s'inquiéter. Ça faisait beaucoup peut-être. Au fond, j'étais quand même amoureuse, mais il y avait de l'amour pour mon copain, mais aussi pour ma mère. Donc je me suis dit, il faut que je l'appelle quand même. Donc je l'ai appelée, on a parlé un petit peu. Elle m'a proposé qu'on se voie, qu'on aille manger ensemble pour parler. Donc c'est ce qu'on a fait. Et vous avez pu vraiment avoir un dialogue? On a discuté, mais le problème, c'est qu'elle ne le sentait pas du tout et elle ne voulait pas en entendre parler. De votre petit copain, voilà. Toujours. Tandis que moi, je ne voulais pas entendre tout ça. J'étais vraiment bornée. C'est un dialogue de sourds. Voilà, exactement. Nous découvrirons l'histoire d'Angélique dans quelques instants, mais d'abord, voici quelques messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous pesez plus de 150 kilos et votre surpoids devient une menace pour votre vie. Vous devez réagir avant qu'il ne soit trop tard. Pour vaincre votre obésité morbide, vous envisagez d'avoir recours à une opération et vous avez besoin de conseils. Après avoir eu de graves soucis de santé et frôlé la mort, vous vous êtes enfin décidé à perdre du poids. Après des années de lutte contre votre obésité morbide, vous êtes parvenu à atteindre un poids normal. Un de vos proches est en danger à cause de son surpoids et vous faites tout pour l'aider à s'en sortir. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Les invités que nous retrouverons tout à l'heure dans l'Histoire continue ont pris un nouveau départ. Françoise et Bernard nous feront partager un événement riche en émotions. Elle est belle comme ces fleurs qu'elle regarde pousser, c'est tellement de bonheur, je l'aime à mourir. Et Camille nous ouvrira les portes de sa nouvelle vie. Voilà, posez. J'acceptais pas ma féminité et puis j'ai compris qu'être une femme, c'est aussi avoir des formes, donc tout va avec, il faut les montrer aussi. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Avec votre conjoint, vous vous disputez continuellement et pourtant, vous vous aimez passionnément. Vous êtes tous deux très jaloux et votre couple fait des étincelles. Vous ne supportez pas la passion de votre conjoint et vous êtes en confrontation permanente avec lui. Vous travaillez ensemble et vous vous disputez à longueur de journée. Vos parents se disputent quotidiennement et vous ne comprenez pas pourquoi ils restent ensemble. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités étaient follement amoureux. Ils ont pris tous les risques, allant même jusqu'à s'affranchir de toutes les limites posées par la société. Angélique a rencontré celui pour qui elle était prête à tout quitter à l'âge de 16 ans. Et c'est avec elle que nous allons ouvrir la deuxième partie de notre émission, L'Engrenage infernal. Bonjour Angélique. Alors, pour mieux comprendre votre histoire, nous allons revenir quelques années en arrière. Comment avez-vous fait la connaissance de ce jeune homme? À un mariage, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Tout. Ça a été... la première fois que je l'ai vu, mon cœur s'est emballé, on va dire. Tout de Alors, suite, vous aviez 16 ans? Oui. Et lui? Lui, il avait 23 ans. Donc, je suis tombée très rapidement amoureuse de lui. Ça a été un coup de foudre. Lui aussi? Lui aussi, oui. Dès le premier soir, on s'est embrassés même. Donc, ça a été... Tout allait pour le mieux jusqu'au jour de vos 17 ans. Vous vous êtes rendu compte de quoi ce jour-là? Je me suis rendu compte qu'en fait, donc c'était le soir, on allait en boîte de nuit. Et je me suis aperçue dans ma chambre que mon ex-petite amie prenait de la drogue dure. Et donc au début, je ne me suis pas posé de questions. Héroïne? Oui, héroïne, oui. Je ne me suis pas posé de questions. Je l'ai laissé faire. Pour moi, après, il est grand. J'avais confiance. Je me voilais la face, on va dire. Donc au début, vous ne vous posez pas de questions. Non. Vous acceptez la situation telle qu'elle est. Et puis, vous êtes allé plus loin, évidemment, en voulant tout partager avec lui. Voilà.
y compris donc son addiction à la drogue. Donc vous avez pris quoi? De la drogue dure aussi? Oui, pareil que lui, l'héroïne. Donc j'imagine que vous êtes rapidement tombé dans l'engrenage et dans l'addiction. Oui. Ça a été très très vite. Et ça a été même très douloureux pour ma famille, mes amis. Ils s'en sont rendus compte assez vite? Ma mère, surtout, étant aide-soignante, elle avait quand même des doutes. Donc vous avez arrêté vos études? Oui, à l'âge, dès que je l'ai rencontré, j'ai arrêté pour faire un apprentissage pour avoir de l'argent. Quelles ont été les relations avec vos parents? J'imagine que ça a dû... Ça a été très mal. Comme Charlotte a dit, mes parents, pareil, ils ne pouvaient pas le voir, ils ne voulaient même plus en entendre parler de lui. Ils ne savaient pas encore qu'il prenait de l'héroïne, mais son comportement ne plaisait pas du tout à mes parents. Alors que moi, j'étais complètement folle amoureuse de lui. Je ne comprenais même pas pourquoi mes parents ne voulaient pas le voir. Enfin, pour moi, ça devenait insupportable, invivable. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez fini par vous fâcher avec vos parents? Voilà. Vous avez perdu votre travail, Oui. Vous étiez donc sans ressources. Voilà. Et donc, il fallait que vous trouviez de l'argent pour pouvoir vous offrir de la drogue. Oui, c'est ça. Donc comment vous avez trouvé de l'argent? Moi, l'argent facile. Donc, j'ai été jusqu'à voler mes parents, que ce soit carte bleue, chèque. J'ai volé mon grand-père. Et puis, je suis partie de chez mes parents et j'ai pris un appartement avec mon copain. Donc après, on n'avait vraiment plus rien du tout, quoi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait pour trouver de l'argent? Je me suis mise à faire des cambriolages avec lui. Voilà. Donc, des cambriolages de quoi? Des cambriolages de maisons, que ce soit abandonnées ou habitées. Donc dans les maisons abandonnées, on piquait tout ce qui était cuivre, métaux, qu'on allait revendre pour avoir du cash, on va dire, assez facilement. Puis les maisons où c'était habité, on prenait ce qui avait le plus de valeur. Et puis alors que vous tentiez de revendre une cafetière que vous aviez dérobée chez un particulier, vous avez été arrêté par la police. C'est ça. Est-ce que cette première arrestation a sonné la fin de votre dérive? Pour moi, pas vraiment. Pour moi, non, parce que... Vous avez continué à voler? Voilà, à peine sortie, en fait... de la gendarmerie, en fait. J'ai tout de suite prévenu mon petit copain et pareil, on est parti, on s'est caché. On s'est caché. Vous êtes parti en cavale? Voilà, c'est ça. Donc, pendant combien de temps? Une semaine, même pas. Même pas une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis mes parents ont appelé la gendarmerie, la police, parce que ils ne savaient pas où j'étais. Ils croyaient que j'étais chez lui, mais chez lui c'est pareil, ils n'avaient pas de nouvelles non plus. Donc, puis la police a fini par nous retrouver, forcément. Puis garde à vue, jugement, tout ça. Donc là, vous avez écopé d'une peine de 3 mois de prison avec sursis. Voilà, c'est ça. À l'énoncé du verdict, vous avez pris conscience de ce que vous étiez devenu et de la douleur peut-être que vous aviez causée à vos parents. Pour mieux comprendre justement la jeune femme en reconstruction que vous êtes aujourd'hui, nous sommes partis à votre rencontre à Mazley, dans les Vosges, où vous tentez désormais de recoller les morceaux de votre vie sur le chemin du pardon. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Mazley, dans les Vosges. À 21 ans, Angélique a bien l'intention de reprendre sa vie en main. Bonjour. Bonjour, Angélique. Madame Severin, infirmière référente. Enchantée. Comme chaque jour, elle fait du porte-à-porte et dépose des CV pour retrouver du travail. Pour savoir si vous auriez des postes de disponibles, parce que j'ai beaucoup d'expérience au niveau social. Oui, vous avez travaillé... J'ai travaillé à domicile, j'ai fait pas mal de stages. D'accord. Aussi. Si j'ai la possibilité de travailler, ça fera sûrement du bien au moral. Donc c'est pour ça que j'ai la motive en ce moment pour chercher du travail et faire ma vie comme je voulais qu'elle soit quand j'étais petite.
car Angélique revient de loin. À l'adolescence, elle fait la rencontre d'un jeune homme dont elle devient follement amoureuse. Malheureusement, ce dernier est accro aux substances illicites. Par amour, Angélique tombe dans la drogue, la délinquance et s'éloigne de sa famille. J'ai pris pas mal de risques pour lui et pour la drogue. J'ai notamment volé carte bleue, chèques au sein de ma famille, même de grosses sommes de liquide. Et la délinquance va crescendo. Avec mon petit ami, on faisait des cambriolages. Dans les maisons habitées, pareil, on prenait ce qui avait de la valeur pour pouvoir revendre et avoir du cash rapidement. J'étais prête à mourir pour lui carrément. J'ai même coupé les ponts avec mes parents pendant quelques mois. Pour moi, c'était lui et rien que lui. Il n'y avait que lui dans ma tête. Jusqu'au jour où Angélique est arrêtée par la police. Elle écope de 3 mois de prison avec sursis. Une condamnation qui va la sauver. Un an s'est écoulé depuis cette affaire. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les magasins ensemble. Aujourd'hui, Angélique tente timidement de retrouver une complicité avec sa mère, Adeline. Ouais, ça te va bien, avec tes bouclettes en plus. Regarde, un bracelet comme tu voulais. Il y a eu des moments très durs où moi je voulais même plus du tout la voir, plus lui parler. Et là, en fait, on se retrouve et on retrouve la complicité qu'on avait avant, comme deux copines, entre filles, quoi. Oh, attends, regarde. J'aime bien ça. C'est beau. Tu le veux? Oui. Bah allez, je te l'achète. Ça te fait plaisir. Bah c'est vrai que c'est sympa, j'aime bien ça. On paye, puis après on ira se boire un petit café. Impeccable, ouais, moi ça me va. Ah oui. Mais il reste encore beaucoup de non-dits entre la mère et la fille. Quel est ton truc? L'après-midi, ouais, elle était trop bien. Et pour Adeline, les plaies n'ont pas encore tout à fait cicatrisé. Quand on a appris qu'elle était complice de vol, qu'il a fallu qu'elle passe au tribunal, tout ça, je me suis complètement effondrée, quoi. Et je m'en suis voulu de pas avoir tapé du poing sur la table et puis de pas avoir pris les choses en main dès le départ, quoi. À ma mère, je lui ai demandé pardon plusieurs fois. À mon père aussi, d'ailleurs, à mon frère. Je réalise seulement maintenant à quel point je vous ai fait du mal à tous, quoi, en fait. De toute façon, je l'ai toujours dit, je le dirai jamais assez. J'aurai jamais assez d'une vie pour remercier mes parents, ma meilleure amie et mon petit frère. Voilà. Je voulais pas ça. Ça va aller, t'inquiète pas. Je voulais pas pleurer devant la caméra. Ouais, c'est très tard, non. C'est fini maintenant, tout ça, c'est derrière. De toute façon, c'est du passé, tout ça. Maintenant, on va reprendre les choses comme elles étaient avant. On s'est retrouvés enfin et il faut oublier tout ça. Difficile de voir sa maman pleurer. Ça fait très mal au cœur de voir sa mère pleurer. Surtout quand c'est à cause de vous. À cause de son enfant. Ça fait très mal. Très, très mal. Mais c'est seulement après qu'on réalise. Ouais. Et vous vous en voulez encore aujourd'hui, vous éprouvez beaucoup de culpabilité. Comme je l'ai dit, j'aurai jamais assez d'une vie pour le remercier. Que ce soit ma mère, mon père, mon petit frère et ma meilleure amie. Jamais assez d'une vie. Quel message avez-vous envie de leur faire passer aujourd'hui? Leur dire que maintenant tout va bien. J'ai plus de problème d'addiction. Je suis revenue sur le bon chemin. Je suis revenue à la maison. Et puis maintenant, je ne dis pas recommencer une nouvelle vie parce que c'est quand même la suite de beaucoup d'étapes que j'ai affrontées dans ma vie. Ça fait partie du jeu, on va dire. Et si c'était à refaire? Jamais. Jamais, non. Maintenant, je veux récupérer le temps perdu avec mes parents. Et la maman est là dans le public et pleure tant qu'elle peut. Une réaction de Frédéric, peut-être? Je suis très touchée par l'histoire d'Angélique et cette descente aux enfers, si jeune, 16 ans. Je veux dire, c'est une toute jeune fille.
Donc il y a des choses, à la limite, dont vous n'êtes même pas responsable. Donc il y a votre responsabilité dans les actes que vous avez posés, mais il y a aussi, on peut être addict à l'amour comme on est addict à une substance. Et en fait, ce qui explique cette descente aux enfers, parce que ce garçon était devenu le centre de votre monde. Vous n'existiez que par lui, qu'à travers lui, qu'à travers cet amour qui vous donnait de l'importance, qui vous faisait vous sentir exister et vivante. Donc je pense que c'est aussi important, vous êtes reconnaissante vis-à-vis de votre entourage, de votre famille, mais la souffrance, c'est vous qui l'avez vécue aussi, de cette descente aux enfers dans votre corps, la drogue dure. Donc tout ça, c'est un parcours douloureux. Et moi, je suis très sensible au fait que vous récupériez votre vie. Et que c'est important de comprendre dans des histoires comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'il y a pu y avoir cette histoire, quelle faille, quel manque, quelles blessures narcissiques ont fait qu'il y a pu y avoir cette histoire pour se reconstruire et se recentrer sur soi. Et c'est ce que vous faites. Et donc, bravo pour tout ce chemin. Merci. Moi, je veux vous reconnaître, vous. Il y a un nouveau petit copain? Oui. Gentil? Très gentil. Bon. Charlotte, comme Angélique, votre histoire d'amour vous a éloigné de vos parents. Pour vivre pleinement cette relation, vous avez fugué et à vos 18 ans, vous avez décidé de prendre un appartement avec votre ami. Comment ça se passait, cette cohabitation, concrètement? Au début, bien. Pour moi, j'étais la plus heureuse. J'étais avec celui que j'aimais. Tout était beau. Puis, avec le temps, quand je travaillais, il dormait. Quand j'allais me coucher, il se réveillait. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me demander si, effectivement, ma famille n'avait pas raison à son sujet. Et puis, par la suite, il s'est avéré qu'on s'en rend compte vite, quoi. Vous êtes beaucoup disputé avec lui et puis vous avez fini par vous tourner à nouveau vers votre famille. Vous portez quel regard aujourd'hui sur votre histoire d'amour? Ça m'a donné une bonne leçon. Une bonne leçon. Vous en avez retiré quoi? J'ai quand même été à la limite de perdre ma famille. J'ai perdu contact avec mon père pendant très longtemps. Et ma mère en a énormément souffert, mes grands-parents. Enfin, ça a touché toute la famille, vraiment. J'ai fait du mal à énormément de personnes. Et vous le regrettez? Beaucoup. Et vous avez envie de leur adresser un message aujourd'hui? Oui. Si je suis venue là, c'est aussi pour ça. Pour dire à ma famille, en particulier, surtout à ma mère et à mon père, que je m'excuse de leur avoir fait du mal, d'être allée aussi loin et de les avoir déçus. Mais que voilà, aujourd'hui... J'imagine que vous leur avez déjà dit ou pas? Non. Jamais. Quand cette histoire s'est terminée, on a essayé de fermer les yeux sur tout ça et de repartir sur un nouveau chemin, mais... Vous y êtes parvenue? Oui. Oui. Et pourquoi c'est plus facile de leur dire sur un plateau de télévision? Parce qu'ils sont pas là. C'est dur de leur dire en les regardant dans les yeux, j'y arrive pas. Vous voulez les regarder dans les yeux en regardant la caméra? Oui. Alors, c'est celle-là, là. Papa, maman, je m'excuse pour tout ce que je vous ai fait subir. Je vous aime. Désolée. Je suis toujours émue et impressionnée de constater que c'est plus facile de parler à une caméra qu'en face. Parfois, c'est difficile de partager de l'intimité avec ses proches, surtout quand il y a des blessures très profondes. Donc, effectivement, là, par ce biais, vous exprimez un message qui est important. Et puis, j'ai envie de vous dire que les parents, ils peuvent comprendre ce genre de choses, ils peuvent pardonner. Et de faire cette démarche, déjà, vous ouvrez une nouvelle ère entre vous. Oui. Et votre vie, comment ça va? Super. Les études?
J'ai été obligée d'arrêter, mais j'ai un travail, j'ai retrouvé ma passion qui est l'équitation depuis que je ne suis plus avec mon ancien copain. Vous ne pouvez pas reprendre des études par correspondance en plus? J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé, donc... Il faut. Oui, ça j'en ai envie, oui. Oui. Hein? Et un petit copain? Ah non. Non? Non, non, non. Je suis mieux sans, c'est très bien. On verra plus tard. Ça va revenir. Bon, vous êtes émouvante en tout cas, mais reprenez vos études. Oui, vous aviez envie de faire des compte. études. Il ne faut pas passer à côté de ça. Ouais. Virginie, vous, par amour pour votre époux, vous avez enfreint la loi alors qu'il était en prison. Vous avez accepté de lui faire passer de la drogue jusqu'au jour où vous avez réalisé qu'il en voulait toujours plus. Parce que qu'est-ce qu'il vous a demandé en plus? Il m'a demandé de l'argent, que je paye ses dettes de drogue pour qu'il ait son petit confort en fait à l'intérieur. Donc en fait, ça a commencé par une centaine d'euros. Après, ça allait jusqu'à 400 € sur un RSA. Et vous disiez oui à chaque fois? La plupart du temps, il arrivait toujours à me trouver une excuse pour faire en sorte que je cède en fait. Mais... Vous étiez dans quel état psychologique à ce moment-là? Je mangeais quasiment plus. J'ai perdu 15 kilos. J'ai même pensé à me jeter contre un platane en voiture. J'en avais marre de cette vie de mécréant, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez cessé de lui rendre visite en prison? À la base, j'y allais une fois par semaine. Et puis les visites, elles se sont espacées de plus en plus. Donc j'y allais tous les 15 jours. Et j'avais tellement de haine et de dégoût, en fait, envers lui, parce que je me rendais compte qu'il était tellement égoïste, qu'il pensait tellement à lui, qu'en fait, si j'aurais pas eu ma famille qui aurait été là pour me soutenir, mes enfants, ils auraient manqué de beaucoup, beaucoup trop de choses. Vous lui disiez que vous n'aviez pas suffisamment d'argent? Oui, mais il arrivait toujours à me manipuler. Quelle décision avez-vous alors prise pour mettre fin à cette situation? J'ai demandé le divorce. Il est toujours en prison? Non. J'essaye de me reconstruire et pour que mes enfants, plus tard, ils ne m'en veuillent pas, qu'ils me disent « Maman, pourquoi tu... » Je ne veux pas que mes enfants, plus tard, ils me disent « Oui, pourquoi t'as pas fait en sorte qu'on ait cette vie-là ?» Donc maintenant, j'essaie de me reconstruire pour que mes enfants ils aient une vie saine et ils aient la vie qu'ils méritent. Bah oui, mais pourquoi voulez-vous qu'ils vous en veulent? Au contraire, ils ne peuvent que se réjouir que vous tentiez de leur construire un avenir. Oui. Comment il a réagi quand vous avez demandé le divorce? Il a réagi très très mal. Je me doute. En me disant oui, je t'aime, pardon, je vais changer. Enfin, tout le discours habituel. Et là, j'ai dit stop. On mesure, Frédéric, à quel point c'est douloureux de retrouver une lucidité. Tout à fait, de sortir de cette emprise, parce qu'elle a eu affaire vraiment à quelqu'un qui était très manipulateur. Effectivement, on l'a très, très justement expliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'avait aucun souci de vous-même. Il n'était que dans la satisfaction de ses besoins à lui, ce qui est la définition d'un manipulateur. Donc, effectivement, sortir de l'emprise, au contraire, vos enfants vous en remercieront, même si c'est compliqué parce que c'est leur père aussi. Ouais. Mais à un moment donné, dans une relation destructrice, quand les enfants sont grands, ils peuvent le comprendre que c'était une question de survie. Sinon, vous étiez en danger, vous. Claude, par amour, vous avez décidé de changer radicalement de vie. Vous, l'ancien dealer, vous êtes devenu indique pour la police. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre première mission? Alors, la précision quand même, c'est que je ne suis pas devenu indique pour la police. J'ai travaillé avec l'ensemble des services de France et des Antilles, gendarmerie, douane, donc ça s'est élargi après cette activité. Donc, je lui livre cette affaire. Elle me dit, bon, d'accord, surprise quand même que je fasse cette démarche. Elle prévient ses contacts policiers. Elle me dit, ça sera fait tel jour.
Et moi, je passe la veille pour être sûr que tout va bien, que le dealer a toujours sa drogue, que l'affaire pourra se faire le lendemain correctement. Déjà un petit souci de qualité professionnelle, même avant d'avoir commencé. Et en réalité, quand je suis arrivé chez le dealer, la police était déjà là. Donc c'est eux qui m'ont ouvert et qui m'ont arrêté comme consommateur de ce dealer. Donc j'ai passé 24 heures de garde à vue. Donc je suis ressorti de garde à vue, je l'ai rejointe et on s'est embrassé pour la première fois. Voilà, et alors c'était bon? Et c'était très bon. Et ça a été le début d'une histoire qui a duré après longtemps. Et qui a été une vie d'aventure. Voilà. Ça a duré combien de temps? Ben, en réalité, on a travaillé pendant 8 ans ensemble et une dizaine d'années après 2-3 ans séparément, où on n'a fait que ça. On a infiltré et démantelé des réseaux de trafic de drogue. Des gros réseaux? Oui. Internationaux, nationaux, régionaux, toutes les ethnies. Vous avez pris des risques? Tous les jours. J'ai pris 2 risques avec elle, en fait. En 2 étapes. Le premier risque que j'ai pris, ça a été dans toute cette phase où elle m'avait convaincu que ce n'était pas vrai. Donc j'ai pris sa défense auprès de toute la voyoucratie de Toulouse, puisque c'était à Toulouse à ce moment-là. Donc déjà, il y avait cette prise de risque de dire non, non, vous la touchez pas, elle est sous ma protection, c'est pas vrai, c'est pas une indique. Bon, déjà, là, il y avait quand même une prise de risque. Bon, avec le recul, ça peut paraître un peu pathétique, elle. Non, c'est chevaleresque, c'est beau. Il y avait un côté chevaleresque. Bon, et effectivement, la deuxième phase de risque, c'est quand on s'engage, enfin, quand je m'engage avec elle, et qu'à ce moment-là, on décide de donner une amplitude plus importante à l'activité, où là, on risque notre vie tous les jours. Ouais. Oui, mais alors, des aventures ensemble. On risque notre vie, mais ensemble. Bon. Et alors, j'imagine que vous avez éprouvé de la peur, il y a eu des moments difficiles. Oui, la peur, oui, mais de l'autre côté, non, parce que on avait un peu ce côté mystique qui est qu'on est à la juste place, donc il ne peut rien nous arriver. Alors on estimait qu'entre un couple qui s'aime et qui lutte contre les trafiquants face à des trafiquants vaniteux et finalement d'âmes sombres, on se disait qu'il pourrait nous arriver. On se sentait un peu protégé des dieux, en quelque sorte. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand même, hein, parce que l'activité qu'on a eue pendant une dizaine d'années, puisqu'on a affronté les mafias, les triades chinoises, les réseaux locaux, tout, ça correspond un peu à traverser une fosse de serpents à sonnette sans se faire piquer, quoi. Pourtant, on était au contact direct. Hein. Vous ne vous êtes jamais fait piquer par le serpent à sonnette? Non. Non. Vous n'avez pas écrit un scénario de film? Non, j'ai écrit un livre, ouais. On imagine le film, là. Oui, je crois qu'il y a un film à faire, oui, effectivement. Avec Harrison Ford. Peut-être pas, non. Il est trop vieux, maintenant. Alors, au bout de 10 années d'une relation passionnelle, vous avez mutuellement pris la décision de vous séparer. Pourquoi? Vous n'avez pas voulu affronter la routine? Vous savez, on s'était connus à l'âge de 19 ans. Notre rencontre avait permis, je suis tenté de dire, une résilience, parce qu'on avait chacun nos soucis de jeunesse à régler. Et on s'est servi finalement l'un de l'autre pour se psychanalyser. On a créé comme ça une espèce d'osmose que je qualifierais de créative, d'utile dans nos résiliences. Et au bout de 10 ans, finalement, on sentait que l'histoire était bouclée intimement. On était dans une fraternité totale qui laissait plus de place à une dimension amoureuse. Et on sentait bien qu'il fallait qu'on parte chacun vers de nouvelles aventures. C'est quoi le sycophante? Alors le sycophante, ça vient d'un terme issu de la Grèce ancienne, où la principale richesse était la figue. Et les propriétaires, face à l'ampleur des vols, avaient embauché des gens, non seulement pour garder les terrains face aux voyous, aux voleurs, mais en plus payer des gens pour rentrer dans la ville, infiltrer les réseaux de trafic et de revente, et pouvoir les démanteler. D'accord. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaie d'écrire, de gagner ma vie avec l'écriture. Bon. Et vous êtes amoureux? Je suis amoureux en permanence, puisque je suis un amoureux de la vie et en grande tendresse avec moi-même. Mais non, je suis en attente de ma dernière, je crois, d'après ce qui me semble. Votre dernière quoi? Oh, j'ai toujours pensé que toutes les histoires d'amour pendant toute notre vie, finalement, étaient des apprentissages pour nous préparer à la dernière. Et là, j'ai le sentiment que ça serait peut-être la suivante, la dernière.
Bon. Et vous avez des nouvelles de Claude ou de Françoise, enfin Oui, ou de Diane, Martine, on a eu tous les prénoms. Vous êtes restés frères et sœurs tous les deux? On a eu une prise de distance parce qu'il faut un deuil à toute relation amoureuse. Je crois qu'il faut vraiment un break à un moment donné pour que chacun récupère son intégrité globale. Mais oui, j'ai des nouvelles, elle va très bien, elle exerce. Vous cherchez quel profil? Si vous voulez profiter du passage sur notre plateau. Si je commence à chercher des profils, ça va laisser que peu d'amplitude au mystère et à la surprise de l'amour. Très bien. Bon, eh bien, je vais vous laisser envelopper de votre mystère. Vous viendrez nous raconter la suite. Merci à tous d'être venus nous faire partager votre histoire d'amour. Hors du commun, elle vous a mené sur des terrains parfois difficiles, mais vous avez tous eu la force, le courage de vous en sortir. Merci à Frédéric et on va continuer avec notre module L'Histoire continue. Vous le savez, chaque jour depuis 7 ans, nos invités prennent le risque de venir se dévoiler sur notre plateau et bien souvent, leurs témoignages ne vous laissent pas indifférents. Mais derrière votre poste de télévision, vous êtes nombreux à vous demander ce que deviennent toutes ces personnes une fois les projecteurs éteints. Eh bien, justement, pour avoir la réponse, je vous invite à découvrir les histoires de nos invités qui ont accepté de revenir sur notre plateau aujourd'hui. Il s'agit de Françoise et Camille qui ont accepté notre nouvelle invitation. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Je vais commencer avec vous, Françoise. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 30 janvier 2008 dans une émission intitulée « Il ne me plaisait pas avant que je l'aime ». Vous étiez alors accompagné de votre compagnon, Bernard. Combien de temps vous a-t-il fallu pour succomber à ses charmes? Il nous a fallu plus de 20 ans, 22 ans, pour pouvoir s'aimer libre et adulte, bien sûr. Et... Pourquoi auparavant, vous ne l'étiez pas? Non. Non. Libre? Non, bien sûr, on était chacun mariés, chacun de notre côté. On avait une vie de famille. Donc, il a fallu que beaucoup de choses se passent pour arriver à ce que notre histoire existe vraiment. Mais est-ce qu'il y avait une attirance entre vous au début? Est-ce que vous sentiez qu'il serait un jour l'homme de votre vie? Absolument pas, non, parce que c'était pas du tout mon type d'homme en plus. Pourquoi? C'était quoi votre type? Alors, comme j'ai toujours dit, j'aimais les grands bruns, avec une belle tignasse, sportif, et il n'était pas du tout bon. Grand, comment, lui? Mais chauve. Et puis, il fallait pas beaucoup de cheveux. J'aimais les hommes musclés, il n'était pas très musclé. Sportif, il ne l'était pas du tout. Il était plutôt intellectuel. Enfin bon, c'était tout l'envers de ce que j'aimais. Mais il est très intelligent. Voilà, très intelligent. C'est pas mal. Vous aviez fait sa connaissance dans quelles circonstances? Eh bien, on travaillait au même endroit et lui, il travaille depuis quelques années. Quand je suis arrivée pour travailler 2 ans après lui, c'était le premier homme qui est venu m'adresser la parole. On s'est plu tout de suite au niveau amitié et c'est devenu mon meilleur ami puisque il aime bien parler avec les femmes, moi j'aimais bien parler avec les hommes. C'était en quelque sorte... je pensais que c'était mon moi masculin et lui m'a dit quelques années plus tard qu'il ressentait la même chose. Et puis, il a été muté pendant 5 ans. Et alors là, qu'est-ce que vous avez réalisé? Eh bien, quand il est revenu de sa mutation... Vous êtes resté en contact pendant les 5 ans? Oui, bien sûr. Chaque fois qu'il revenait dans la région, puisqu'il avait sa famille pas très loin, donc il revenait dans la région, je l'invitais. C'était tout bien, tout honneur, amicalement, on gardait des contacts, une amitié par téléphone ou même les week-ends où il venait nous voir, voilà. Et puis alors, qu'est-ce qui a changé? Donc il est parti pendant 5 ans et quand il est revenu? Il est revenu, il a évolué dans son travail et quand il est revenu, je l'ai trouvé différent. C'est-à-dire? Il ne se comportait plus la même chose avec moi. C'est-à-dire? Il y avait des regards, des comportements c'était plus tendancieux, plus, je sentais plus intime, il me regardait plus de la même façon. Ça me gênait, ça me dérangeait quelque part. Ça vous gênait? Oui, ça me gênait. En même temps, j'étais contente parce que on a toujours aimé séduire, mais c'était mon ami, donc et d'un autre côté, ça me gênait parce que j'étais mariée, j'aimais mon mari et
Bon, alors vous lui avez dit, vous lui en avez parlé? Au début, non, et puis petit à petit, un jour, j'ai dit, il faut quand même qu'on en parle, parce qu'on est amis, on se confie l'un à l'autre de plein de choses, donc il faut qu'on se confie là-dessus. Alors, comment vous lui avez dit? Pas facile. Ben oui, oui, j'ai eu du mal quand même. Vous lui avez dit comment? Je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que tu me regardes plus de la même façon, et il me semble que tu as un petit béguin pour moi. Et alors? Et il m'a dit oui, il m'a dit, je suis amoureux de toi, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu non, j'ai dit, il faut surtout pas. Moi, je ressentais rien pour lui. Quand il m'a dit qu'il m'aimait, je l'aimais d'amitié. Mais ça, quelque part, je pense, c'est le côté séducteur qui fait qu'on est content, on a quand même malgré tout... Quand il vous a dit qu'il était amoureux de nous, ça vous a rien fait? Rien fait. Bien sûr, rien fait. Ça m'a un peu dérangée quelque part, parce que... Bon, en tout cas, vous avez lutté contre cette idée. Voilà, j'ai lutté, oui. Vous êtes finalement restés bons amis et contre toute attente, la persévérance de Bernard a fini par payer, puisque c'est ensemble que vous étiez venus sur notre plateau. Alors, comment votre meilleur ami s'y est-il pris pour réussir à vous faire craquer au bout de 22 ans? C'est ce que je vous propose tout de suite de regarder, et puis juste après, on découvrira si votre couple est toujours d'actualité. J'ai mis 22 ans à réaliser que Bernard était l'homme de ma vie. 22 années pendant lesquelles Bernard et Françoise étaient amis et rien de plus. Ils avaient construit une vie de couple chacun de leur côté et Françoise n'avait aucune attirance pour Bernard. Bernard, sans vouloir être désagréable, vous ne correspondiez pas vraiment à l'idéal physique de cette femme que... Non, pas non, du tout. Pas vraiment, non, je crois qu'on peut le dire. Bon. Physiquement, quel est votre type d'homme? Alors, moi, je les aime bien chevelus, bouclés, musclés. Françoise n'était donc pas attirée par son ami. En revanche, pour Bernard, les sentiments avaient pris le dessus et il avait demandé à Françoise de choisir entre amour et amitié. En juin 2004, Bernard vous pose un ultimatum. Disons qu'il me laissait entendre qu'il fallait que je fasse un choix. Comment vous lui avez dit ça après 22 ans d'amitié? Je lui ai fait comprendre, je ne l'ai pas dit, parce que moi, ce que je voulais pas, c'était briser l'amitié. Déstabilisée par les déclarations de Bernard, Françoise avait choisi d'écouter son cœur. À partir du moment en fait, où tu as commencé à être célibataire, j'ai commencé à t'aimer. Et le fait que tu côtoies d'autres amis, d'autres copines sans moi, je reconnais que parfois j'aurais bien arraché quelques yeux. Et petit à petit, mes sentiments à moi ont commencé à changer aussi. Sans le vouloir, en te rendant un peu jalouse, c'est ce qui a permis qu'on se retrouve. Tu as fait tout pour être l'artisan de mon bonheur. C'est à Prier, dans l'Ain, que nous retrouvons Françoise et Bernard 5 ans plus tard. Le couple, plus amoureux que jamais, s'apprête à fêter les 60 ans de Françoise, entourée de leurs proches. Je vais t'aider, la chemise mauve, celle-ci, que tu avais. Faut mettre une cravate avec? Non, peu importe, pas besoin de cravate. Tu vas être tout beau comme ça. Oui, ma puce. On sera assortis tous les deux. Et aujourd'hui, Bernard est sans aucun doute devenu le type d'homme de Françoise. J'aime bien, comme tu es habillée. Moi aussi, je t'aime bien comme ça, avec cet ensemble. Je suis tout ému. Je suis tout ému. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pensé être avec elle. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle, mais voilà. C'est la femme de ma vie. Pour son anniversaire, comme elle a fait l'unanimité dans les deux familles, comme c'est quelqu'un qui est très très apprécié, eh ben, je pense que ça va être une super journée et que les gens y seront heureux. On y va, c'est parti pour faire la fête. Allez. Direction la salle des fêtes où leurs proches les attendent avec impatience. Merci à tous d'être venus. J'ai 60 ans et je suis vraiment très heureuse de vous avoir tous autour de moi. Ici, tout le monde connaît leur parcours, notamment la mère de Françoise, qui était aux premières loges lorsque leur histoire a commencé. On sentait bien qu'il y avait quelque chose, ils étaient qu'amis. Et nous, on voyait bien qu'il se passait quelque chose de plus. Alors on voyait venir ça d'un mauvais œil. Puis finalement, ça s'est concrétisé. C'est un gendre super. Et nous, maintenant, on est très heureux. À l'heure de passer à table, Laetitia, la fille de Françoise, s'éclipse pour préparer une surprise. Bernard, lui aussi, s'isole, un texte à la main. S'il paraît stressé, c'est qu'il a décidé de surprendre Françoise en ce jour si particulier. J'espère que je vais pouvoir la sortir. Enfin, je vais voir. Je vais essayer. Je vais faire tout mon possible parce que ce serait dommage de rater. Voilà.
À l'intérieur de la salle, c'est parti pour la première surprise. Allez, allez, on applaudit très très fort. Je veux des bisous, moi. Voir ma maman fêter ses 60 ans autour de tous ses amis, avec Bernard qui la couvre des yeux, ça me touche énormément. J'ai eu des doutes quand ils se sont mis ensemble. On dit souvent que l'amitié est très proche de l'amour. Donc finalement, c'était le cas pour eux deux, quoi. Elle est heureuse, vraiment. Ils sont heureux et c'est beau à voir. Allez, hop, c'est à vous. Bernard semble toujours aussi anxieux, mais c'est à lui de se lancer. Je vais moi-même faire une petite surprise à ma puce. Moi, je n'étais pas bien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis devenu le seul homme de sa vie. Je l'aime à mourir. Elle est belle comme ces fleurs qu'elle regarde pousser. C'est tellement de bonheur de la voir jardiner que je n'ose lui dire, je l'aime à mourir. Une déclaration que Françoise n'est pas prête d'oublier. On s'aime à mourir. Ouais. Hein. On s'aime à mourir. Ouais. Les gens savent autour de nous qu'on est heureux ensemble. Voilà. Moi je dis, j'ai des projets jusqu'en 2080. Donc d'ici 2080, on verra ce qui se passera après. Je l'aime à mourir. Un petit coup d'œil à Frédéric, parce qu'elle doit adorer cette histoire. Votre bonheur fait plaisir à voir, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans pour la séduire? Pendant 2 ans, ce que j'ai fait, bon, j'ai commencé à changer. Voilà, j'étais pas bien et j'étais pas moi avant. Donc, j'ai commencé à changer, déjà à prendre un look. J'ai changé de mentalité aussi. Petit à petit, j'ai essayé d'être moi. Au lieu de jouer un rôle comme j'avais joué pendant une vingtaine d'années, j'ai essayé d'être un peu plus moi, d'être un peu plus d'assurance, de m'affirmer. Et puis ça commençait à me plaire aussi d'être comme ça. Et en même temps, je me sentais plus près. Mais il y avait quand même, pendant quelques temps, ça a accroché un petit peu. Il a quand même fallu 2 ans ou 3 ans pratiquement pour changer, pour que je m'affirme, pour que je puisse être enfin celui que je voulais être, quoi, voilà. Et qu'est-ce qui a fini de vous séduire alors? Qu'est-ce qui vous a fait basculer? Parce qu'il changeait. Il changeait, il était beaucoup plus sûr de lui, moins béni oui-oui, plus sportif déjà, il faisait des semi-marathons. Alors vous voyez un petit peu comme il avait changé d'un homme qui faisait aucun sport, tout d'un coup il s'est mis à faire des semi-marathons. Donc voilà, donc il changeait petit à petit. Et, pourquoi vous aviez souhaité témoigner il y a 5 ans? Parce que, comme vous avez entendu, ma maman, ma famille, mon entourage et ma famille n'étaient pas du tout convaincus. Donc c'était mais tu te rends pas compte, ça va mal se passer, tu as déjà divorcé 2 fois. Enfin, la culpabilité, bon, je me sentais... Et puis je me suis accrochée. J'ai dit non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les convaincre? Et puis un jour, en regardant toute une histoire, j'ai vu que il y avait des témoignages et j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai téléphoné. Alors, notre émission a eu l'effet escompté? Oui, oui, absolument. Parce que les gens se sont rendus compte que je ne lâcherais pas le morceau, que je tenais, je savais que... C'est lui que vous appelez le morceau? Non. Non, mais c'est mon morceau à moi. Comment? C'est mon morceau à moi. Ouais. Donc, que je ne lâcherais pas notre histoire d'amour comme ça, qu'elle était importante et que je savais en tous les cas que c'était la bonne et que c'était vraiment l'homme qu'il me fallait. À quoi on le sent? Je ne sais pas, c'était au fond de moi. Je ressentais ça, je n'avais jamais ressenti. Je ressentais que c'était mon âme sœur. C'était mon âme sœur. C'était vraiment celui avec qui je me sens à l'aise. On peut parler de tous les sujets, rien n'est... L'âme sœur, l'âme jumelle, l'âme primordiale. Voilà. On fera une émission, tiens, sur les âmes un jour. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Nous avions fait votre connaissance le 9 février 2009 dans une émission intitulée « Elle voulait maigrir à tout prix ». Pourquoi aviez-vous souhaité participer à notre émission à l'époque? À l'époque, j'avais souhaité participer à l'émission pour témoigner du fait que l'anorexie est une maladie
mais qu'il y a une issue possible, que les choses positives sont derrière et qu'il faut l'accepter et passer le pas et vivre avec comme il faut et que le positif est possible. À quel âge aviez-vous entrepris votre premier régime? J'ai commencé aux alentours de 12 ans, à l'époque où le corps change. On commence à, entre guillemets, devenir une petite femme, avoir son corps qui évolue. Et puis aussi, je faisais énormément de danse. Et c'est vrai que quand on est une jeune danseuse, on veut garder son petit corps de danseuse. Et c'est vrai que ça a commencé à changer. Donc, une volonté de maîtriser, en fait, mon corps dès l'âge de 12 ans, oui. Combien de kilos vous aviez perdu jusqu'à l'entrée au lycée? Jusqu'à l'entrée au lycée, j'avais perdu plus de 10 kilos, très rapidement. Et puis après, il y a eu un enchaînement, parce que c'est vrai que je faisais énormément de danse, donc c'est vrai que j'étais prise dans cette dynamique de perte de poids. Et puis comme je perdais du poids, j'étais hyper contente. Donc ça continuait, et je suis tombée jusqu'à un peu moins de 34-33 kilos. Voilà. Donc vous avez été hospitalisée à ce moment-là? Oui. J'ai été hospitalisée à l'entrée de ma seconde. Combien de temps? Ça a duré la moitié d'un été, enfin un peu plus d'un mois, il me semble. Enfin, plusieurs semaines en tout cas, mais c'était une éviction totale, c'est-à-dire que j'étais seule dans un hôpital, mais entourée de plusieurs enfants qui avaient d'autres problèmes. Je pense que ça m'a beaucoup servi pour m'en sortir. Et voilà, c'était la clé pour moi de ma guérison. Vous avez repris du poids? Une fois à l'hôpital? Oui, puis après? Oui, après, il y a la reprise de poids parce que je l'ai voulu aussi. Ça a été un déclic complet de rentrer dans ce système d'hospitalisation et de réaliser qu'il y a pire que nous et qu'on se demande pourquoi on en est arrivé là. Alors, vous étiez alors venu sur notre plateau pour prouver que l'on pouvait vaincre l'anorexie. Depuis 4 ans se sont écoulés avant de découvrir quelle jeune femme vous êtes devenue aujourd'hui. Je vous propose de regarder un extrait de votre passage à toute une histoire. Quand je suis rentrée à l'hôpital, la première phrase qu'on m'a dit, c'est « T'as une chance sur 3 de mourir ». En 2009, Camille était venue sur le plateau de Toute une histoire nous parler du combat qu'elle avait mené contre l'anorexie pendant son adolescence. Vous avez commencé votre premier régime à quel âge, Camille? 12 ans. 12? Oui. Le midi, je ne mangeais pas. Le soir, voilà, j'avais la danse et quand je rentrais, il mangeait une soupe, une pomme et voilà. Vous avez perdu combien de kilos à cet âge-là? 10 kilos. 10 kilos? À 12 ans? Oui. Camille rêvait d'être danseuse, mais son amaigrissement rapide avait eu de lourdes conséquences. Vous faisiez de la danse tous les jours? Oui, oui. Et vous y arriviez? Au bout d'un moment, il y a le corps qui craque quand même. J'arrivais pas à finir des cours, crise de spasmophilie, les jambes qui tremblent, aucune ressource. Donc même si je le voulais, je pouvais plus au bout d'un moment. À 34 kilos pour 1,60 m, Camille avait alors dû être hospitalisée. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? 5 semaines. Quel était le déclic qui vous a poussé à revenir à vous alimenter? Le déclic physique avant tout. J'arrivais plus à danser et quand une danseuse n'arrive plus à danser, je pense que ça c'est le pire, quoi. Mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie? L'alimentation? Beaucoup de choses. Déjà, la volonté de s'en sortir, c'est la base. Pour quelques kilos, il faut pas tomber dedans parce que c'est un cercle vicieux. C'est invivable. 5 ans plus tard, nous retrouvons Camille à Paris. Elle cherche désormais à s'assumer en tant que femme et c'est en compagnie de Fanny, son amie, qu'elle fait aujourd'hui les magasins. Celle-là, elle est mignonne. Ou celui-là? Ouais. Camille n'a pas encore fait complètement la paix avec l'image que lui renvoie le miroir. Mais la jeune femme essaie peu à peu de s'habituer à porter des vêtements plus féminins. T'en penses quoi? Bah, c'est chouette, c'est pas encore une tenue ultra moulante où tu dévoiles plus ton corps, mais voilà, on voit tes jambes. T'es en jupe, on voit tes jambes, t'as un beau décolleté. Elle a encore un rapport avec son corps et avec son poids qui est pas simple parce qu'elle a des automatismes de quand elle était malade, mais elle travaille sur elle-même pour avancer et que tout ça aille de mieux en mieux. Dévoiler un petit peu des jambes, un petit peu des formes, c'était pas possible parce que j'acceptais pas ma féminité et puis j'ai compris qu'être une femme, c'est aussi avoir des formes, donc tout va avec, il faut les montrer aussi. Arrive à te mettre en valeur et tu prends plaisir à te mettre en valeur. Oui. Aujourd'hui, plus confiante, Camille a même réussi à franchir un cap, reprendre l'activité qu'elle avait dû arrêter adolescente, la danse.
Je sais que pendant 1h30, ça va être de la transpiration, de la souffrance, du travail, de la concentration. Mais la danse m'avait manqué et de retrouver des sensations. Donc j'adore ça et il faut que j'y aille d'ailleurs. Pascal est la professeure de danse de Camille et c'est grâce à elle que la jeune femme réapprivoise peu à peu son corps. Pas trop haut, pas trop haut. Et 1, 2. Ce qui m'a beaucoup frappée quand elle est arrivée dès le premier cours, c'est l'état de tension et d'émotion dans lequel elle était, au point qu'elle tremblait en dansant. Coupé et 1, 2, relève, bras. Voilà, posé. 1, oui, tu sens? Ça, c'est juste. Et là, ça s'est vraiment beaucoup amélioré. On voit qu'il y a eu un très gros travail et qu'il faut maintenant qu'elle s'approprie ce nouveau corps. Elle a besoin de se réapproprier la Camille d'aujourd'hui. Elle est en très très bonne voie, en tout cas. C'est une élève très intéressante et très attachante. 6, restez. Pour moi, la danse était synonyme de toutes ces années de jeunesse et de maladie. Et là, je l'ai totalement pris différemment dès que j'ai repris la danse. J'ai attendu le bon moment et de savoir que j'étais prête à le faire. C'est une belle revanche. Une revanche qu'elle partage aujourd'hui avec sa mère, Dominique. Camille a même décidé de s'octroyer avec elle une pause gourmande, ce qui était encore inenvisageable il y a quelques années. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Une tarte aux pommes. Tarte fine aux pommes avec boule de glace vanille. Voilà, tout à fait. Avec 2 cuillères alors. Waouh. Elle a l'air énorme quand même. Mais non, c'est qu'un air. On est 2 pour la déguster. Alors, raconte. Non, c'est très bon. Ça me fait très plaisir de te voir partager une tarte, aussi grosse soit-elle à tes yeux, avec moi. Je recommence par goûter d'abord, piquer dans les assiettes c'est bien. Pour redécouvrir le goût, le plaisir, ou juste me dire qu'au moins je peux goûter sans trop culpabiliser et me faire plaisir. Mais pour moi, c'est déjà un grand pas de faire ça. Ouais, je sais. Et peut-être qu'un jour, on aura 2 assiettes, chacune sa tarte, et on les dégustera ensemble. Oui, dans quelques temps. Merde. I said I loved you in the summer. On mesure à quel point c'est long d'en sortir et de recommencer à s'alimenter. Bien sûr. C'est sûr que c'est long. Après, c'est possible. Vaincre l'anorexie, c'est compliqué, parce que c'est une maladie et c'est sous-jacent. On peut vaincre la plus grosse partie de cette maladie et apprendre à vivre avec par la suite et l'adapter à chaque période de sa vie. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant ces images? Ça a été très difficile pour vous de tourner la séquence pendant le cours de danse? Oui, c'était assez compliqué parce que ça fait pas longtemps que j'ai repris. Fallait aussi que je reprenne confiance en moi. Et j'appréhendais là surtout de me voir en fait. Parce que j'ai un problème aussi pour me voir. Et en fait, je trouve que ça va. Ça va, je m'accepte. Comme nous? Pas très jolie, je trouve que ça va. Je m'attendais à pire et honnêtement, je suis soulagée. La danse, ça reste un formidable contrôle sur soi. On a l'impression que ça va un peu de pair avec l'anorexie. Ah, ça va complètement de pair et c'est sûr que dans tous les cas, c'est une volonté de contrôle. Mais là, j'ai justement appris à appréhender la danse autrement. Et c'est plus un contrôle, c'est un plaisir. Donc oui, il faut contrôler ses mouvements, mais se laisser la tête libre pour profiter. Vous estimez que vous vous en êtes sortie aujourd'hui? Oui, je m'en suis sortie dans le sens où j'ai pu combattre la plus grosse partie de cette maladie et je l'ai acceptée. Et je sais que ça fera partie de moi. Toujours? Toujours, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas savoir, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui reste au fond de nous. J'ai grandi avec, surtout, et c'est un repère. Mais en même temps, j'ai accepté de ne pas me cacher derrière cette maladie, parce qu'on a tendance, les anorexiques ont tendance à se complaire dans cette maladie et à se cacher derrière, à s'en trouver une excuse. Et aujourd'hui, je le vis juste comme... Et puis être dans le déni, justement. Oui, tout à fait. Enfin, penser que ce n'est pas une maladie. Penser que ce n'est pas une maladie. Donc déjà, en prendre conscience, le savoir et savoir vivre avec, pour moi, c'est la clé.
Qu'est-ce qui a changé concrètement pour vous en 4 ans? À peu près tout. C'est-à-dire à l'époque, je faisais mes études au moment de l'émission. J'ai continué, j'ai eu mon diplôme et puis il y a eu ce passage dans la communication. Voilà. Donc mon entrée dans la vie professionnelle a fait que mes objectifs de vie étaient différents. Je me suis laissée emporter par la vie et l'anorexie s'est un peu effacée au profit de plein d'autres choses dans ma vie. Donc vous avez créé une entreprise? Oui, j'ai créé une entreprise avec mon associé. Ça va faire presque 1 an. On va fêter l'anniversaire. Entreprise de communication? De relations presse. Voilà. Donc je suis attachée de presse et mes journées sont bien remplies, donc je n'ai pas le temps de penser. Et vous avez un fiancé? Oui, tout à fait. C'est récent? Oui, c'est plutôt récent, mais on a emménagé ensemble et il connaît mon histoire et il l'accepte au fur et à mesure aussi. Vous vous alimentez à peu près normalement, si j'ose dire? Oui, petit à petit. Ça reprend. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, je m'alimente normalement puisque je mange de tout. Certes, les quantités ne sont pas forcément celles de tout le monde, mais je redécouvre le plaisir de manger. Je m'autorise surtout des plaisirs sans essayer de tout contrôler. Après, il y a des petites obsessions qui restent. Je continue à compter le nombre de calories dans mes journées, à contrôler ma prise de poids ou ma perte de poids. J'essaye au maximum, même si c'est plus difficile. Maintenant, je suis une femme, donc c'est plus évident. Mais il y a toujours ce rapport-là. Après, il y a le plaisir maintenant. Je m'accepte. Quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui? Le message qu'une issue est positive derrière tout ça. Quand on a un membre de sa famille ou qu'on est nous-mêmes anorexiques, c'est vrai que c'est une période très difficile. On est très recentré sur soi-même en tant qu'anorexique. Pour la famille, je pense que c'est une période atroce. Il y a un manque, surtout il y a un manque de communication, même si on en parle, c'est quand même une maladie qui est très taboue aujourd'hui, qui reste un tabou. Donc je voulais témoigner du fait qu'une issue est possible si on l'accepte, si on a envie de s'en sortir et surtout qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que la vie est tellement plus belle sans toutes ces obsessions. Alors, donc ça, vous le dites à celles et ceux qui souffrent d'anorexie, mais qu'est-ce que vous conseilleriez aux entourages? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, parfois ceux qui en souffrent sont dans le déni et donc refusent qu'on puisse mettre ce nom-là sur leurs symptômes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entourage? Justement, ne rien lâcher, même si c'est compliqué. Je sais que mon entourage, moi, a tout essayé, mais je savais qu'il y avait une pression derrière. Même si je refusais de l'entendre ou que je faisais semblant, je me sentais entourée, je me sentais observée. Et pour moi, la clé, c'est l'éviction familiale. C'est-à-dire que sortir de cet environnement pour se confronter à nous-mêmes, réaliser qu'on est malade déjà, en prendre conscience. Ce qui se passe pendant les périodes d'hospitalisation, exactement, par exemple. Pendant les périodes d'hospitalisation. Et c'est vraiment la clé pour être face à soi-même. Merci d'être venu nous voir et bonne chance pour l'avenir. Continuez de vous construire et de vous porter bien. Je vais vous demander à tous les 3 de signer le grand livre de l'histoire continue, à commencer par vous, Bernard et Françoise. Merci d'être revenus nous voir. Merci à tous pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Ils vivent dans les coulisses du pouvoir et de la célébrité. François Mitterrand, j'étais son garde du corps et son chauffeur. Charlotte Gainsbourg, Adriana Carambeu, Adjani, Laetitia Casta. Que des moches, c'est bien ce que je disais. Pour le premier Batman, le gars qui est sur la moto, c'est moi. J'ai le costume complet de Batman, la cape, et je roule dans les rues de Chicago à fond. Et ça, c'était vraiment génial. Dans toute une histoire, ils vont passer de l'ombre à la lumière. J'étais la petite souris que 50 millions de Français voulaient être. Des secrets en tout genre. Au lieu de passer directement chez lui rue de Bièvre, il s'arrêtait d'abord à Saint-Germain-des-Prés pour voir Mazarine, pour la voir grandir, pour lui discuter. Il y a beaucoup de femmes, actrices, chanteuses, qui sont soit seules ou très fragiles. Des anecdotes étonnantes. Et c'est vous qui l'avez surnommé Tonton? Oui. J'ai rencontré M. Hollande
Et il m'a fait visiter l'Élysée, franchement, Lui-même, il vous a fait visiter l'Élysée? Ah oui, avec sa femme. Le numéro de téléphone où il fallait rappeler en Angleterre se finissait par 007. Donc là, je cherchais qui me faisait une Vous avez dit, c'est feinte. surprise, surprise.